Invité de dimanche en politique, Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. On a vu ce qui s'est passé hier à Marseille, cette mobilisation unanime, on peut le dire, que vous saluez, j'imagine. Évidemment, je salue déjà la dignité de la famille parce que réussir à être en tête de cette marche-là alors qu'on vient de perdre un deuxième fils, je pense qu'évidemment, en tant que mère, en tant que parent, on se met aussi spontanément à la place de cette femme. Mais il ne faut pas qu'il y ait que de l'émotion et que qu'on retienne que ça. Il faut maintenant qu'il y ait de l'action, évidemment, et beaucoup de détermination. Justement, parce que ça met la pression sur le gouvernement. Bien Laurent sûr. Nunez, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ils ont intérêt à avoir des résultats maintenant. C'est un engagement collectif de notre part. Il y a une loi sur le narcotrafic, vous savez qu'elle a été adoptée au printemps dernier. Elle a permis d'engager un certain nombre d'actions parce qu'il faut aller sur tous les plans. Il faut aller, oui, mais c'est très bien d'ailleurs. Mais moi, peu importe, les idées d'où qu'elles viennent, à partir du moment où elles sont bonnes, efficaces pour le pays, on y va. Et là, en l'occurrence, il faut qu'il y ait une concorde, une unité nationale sur la question des narcotrafics qui pourrissent la vie des gens. On a ce jeune homme qui a été assassiné parce que son seul crime avait été d'être le frère d'un militant engagé. Il y a quelques mois, c'était une jeune fille étudiante qui avait pris ce qu'on appelle une balle perdue. Elle était en train d'étudier dans sa chambre et une balle avait traversé et l'avait assassinée. Il y a un autre jeune homme à Nîmes qui avait été tué. Donc le narcotrafic, ça tue. Et donc ça veut dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire qu'il faut mettre les consommateurs face à leurs responsabilités parce que ça va bien de pleurer en voyant ces images et puis le soir de se dire je vais décompresser, je vais me faire un petit joint, ça va passer. Non, en fait, à chaque fois qu'on consomme, on permet à ce trafic de continuer à être nourri. C'est ce que dit le président de la République. Et lors du Conseil des ministres, vous y étiez, vous avez entendu cette phrase, il dit même parfois les bourgeois des centres-villes financent les narcotrafiquants. Ça rejoint un peu ce que vous dites. Mais est-ce que, au-delà de ça, vous faites cette différence, cette discrimination, j'allais dire, entre les centres-villes bourgeois et les quartiers populaires? Ce sont les quartiers populaires les victimes des trafics? Où est-ce que le narcotrafic tue? Où est-ce qu'il tue? Est-ce qu'il tue au cœur de nos centres-villes bourgeois? Il y a une discrimination sociale de ce point de vue face à la drogue. Aujourd'hui, la drogue, on a des trafics qui sont organisés dans un certain nombre de quartiers où on a des gamins qui sont pris en charge dès leur âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui sont siffleurs dans des quartiers pour ensuite avertir quand les autorités arrivent. On a ensuite ceux qui participent activement à ces trafics. On a des familles qui sont prises dedans. Donc ça veut dire que c'est un tissu, une gangrène, si vous voulez. À partir du moment où ça draine des milliards d'euros par an, on estime qu'il y a 200 000 personnes qui en vivent. C'est autant que de salariés de la Poste. Donc vous voyez le ratio qu'on a. C'est bizarre de dire ça, mais on comprend bien ce que vous dites. Mais il faut comprendre le côté tentaculaire que ça peut être. Mais ce que je veux dire, il y a les quartiers riches de centre-ville et les quartiers défavorisés. Il y a une discrimination sociale. En tout cas, il y a ceux qui aujourd'hui consomment. Et les dégâts que ça fait. Et dans ceux qui consomment, malheureusement, ce sont des millions de consommateurs, donc c'est partout, mais il faut que chacun ait la lucidité de savoir ce qu'il fait. Quand on fait venir quelqu'un qui vient livrer, parce que maintenant on se fait même livrer à domicile, on appelle ça le Uber Sheet. Donc quand on se fait livrer chez soi, dans son quartier, quel que soit son quartier, il faut avoir en tête ce que ça vient financer. Ça vient financer des trafics, ça vient financer des trafics qui, à la fin, conduisent à la mort de nos jeunes dans un certain nombre de nos quartiers. Donc, c'est la lutte contre les trafiquants, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent, tous ces faux commerces et magasins qui permettent de blanchir, c'est ce qu'on fait avec la loi notamment pour fermer tous ces faux nez de magasins. Et c'est aussi la lutte contre la consommation, parce que la réponse, c'est pas la légalisation. La légalisation, c'est une forme de capitulation et moi, j'y suis très clairement opposée. Autre plaie, les réseaux sociaux et leurs dérives. Vous avez saisi la justice, on va y revenir, pour obtenir le retrait immédiat de propos négationnistes. Et c'est vrai qu'entre les propos racistes et les sites pornographiques, il y a du tri à faire. Je scrolle. Entre les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit de la famille ou des amis, donc ChatGPT aussi, donc je perds énormément de temps sur mon téléphone. Il faut mettre plus de restrictions par rapport au filtrage des TikTok ou des réels Instagram ou autres. Le gouvernement affirme travailler activement à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un des défis qui est le nôtre, c'est que des premières actions soient prises avec des amendes lourdes sur des cas très concrets pour que la responsabilité de ces plateformes, le retrait des contenus problématiques, en particulier dans les temps électoraux, puisse être activé. En 2023, Elon Musk crée son intelligence artificielle Grok avec une idée en tête, pouvoir tout dire. Grok invite aussi à voter pour l'extrême droite en France. Si j'avais le droit de vote en France, je voterais pour Marine Le Pen et le RN. Mais aux prochaines municipales, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. C'est ça ce qui va se passer.
Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde. Quel est le rapport de Groc à la vérité? Nous lui avons posé la question. Je ne dis pas toujours la vérité à 100%. Qu'en est-il des chambres à gaz? Voici ce qu'a répondu Lia. Les plans des crématoires sont des installations conçues pour la désinfection aux zyklon B contre le typhus, plutôt que pour des exécutions massives. Il va affirmer des choses en disant que voilà, il y a un consensus autour de tel sujet ou de tel autre, et il va en fait remettre en cause parfois la réalité historique, notamment, par exemple, des chambres à gaz. Aurore Berger, vous avez signalé justement au procureur de la République, avec Roland Lescure notamment, des propos négationnistes ou révisionnistes sur Groc, qu'on vient de voir. Est-ce que ça a été suivi des faits? Alors, ces propos-là qu'on a signalés, oui, mais le problème, c'est les milliers de contenus, puisque chaque jour, des millions d'internautes interrogent donc cette application et qu'à chaque fois, elle répond. Le problème, c'est que les gens pensent sans doute de bonne foi que Groc est là pour dire la vérité, c'est-à-dire quelle est l'information versus la désinformation. Non, c'est une arme de désinformation massive. Là, on parle de contenu négationniste sur la question de l'existence des chambres à gaz et de l'utilité qu'ont eu ces chambres à gaz dans l'extermination des Juifs. On parle de ça quand même au regard des questions qui ont été posées. Quand vous saisissez le procureur de la République, vous pourriez le saisir tous les jours et toutes les minutes. Quasiment, oui. Donc ça veut dire... Donc alors oui, mais c'est quoi l'efficacité de ça alors? Alors déjà, pourquoi? Parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des règles. Il y a des règles européennes, ce qu'on appelle le DSA. L'Europe, on parle souvent de régulation en dénonçant la régulation. On est le continent le mieux régulé et qui doit continuer à être le mieux régulé sur cette lutte-là. Sur la lutte contre la désinformation, les fausses informations, les ingérences étrangères. La liberté en général n'est pas la liberté de nuire et de dire n'importe quoi. C'est la liberté de pouvoir avoir accès à de l'information. Moi, c'est sur votre plateau, tout de suite maintenant, je tiens des propos négationnistes, je tiens des propos racistes ou antisémites. Vous aurez la responsabilité immédiate de les rectifier. Sinon, vous serez mis en cause, la chaîne sera mise en cause. Il n'y a pas de raison qu'un autre contexte, parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, il n'y ait pas le même risque encouru pour la personne qui produit ces contenus et pour celui qui permet de les diffuser. Vous disiez, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les thèmes antisémites, les contenus sexistes, masculinistes se multiplient sur les réseaux sociaux et qu'il y a une espèce d'emprise d'extrême droite sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas une emprise que d'extrême droite. Il y a une arme de désinformation massive et il y a des contenus haineux de manière massive, qu'ils soient à l'endroit des femmes, que ce soit sur les questions LGBT, que ce soit sur le racisme, que ce soit sur l'antisémitisme, parce qu'il y a une prime à la polarisation. Il n'y a pas une prime à la nuance sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une prime à l'information. Il y a une prime, au contraire, à ce qui va être le plus virulent, le plus violent, le plus vindicatif. C'est ça qui va générer de l'attention et du like. Imposer votre loi à Elon Musk? Moi, je cherche à imposer la loi, tout simplement, qui est garantir tout simplement la liberté d'expression, garantir le respect, garantir la dignité humaine. Et ça, l'Europe a la force de le faire, a la possibilité de le faire, donc il faut le faire. Et on a la responsabilité de protéger aussi les plus jeunes générations, d'où ce qu'on dit avec le président de la République sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est pas pour les brider, vous souhaitez qu'il y ait une loi dans ce sens? Bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que c'est une nécessité. Il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais c'est les premiers qui nous le demandent, en fait, qui nous disent, en fait, aujourd'hui, notre livre de chevet, c'est devenu TikTok. On se couche avec TikTok, on se réveille avec TikTok, on s'informe, on se désinforme, avec des kits prêts à l'emploi, avec des jeunes qui ont été jusqu'à se suicider. Parce qu'il y avait eu des kits prêts à l'emploi pour se faire. Donc, à un moment, notre responsabilité de responsable politique, c'est de poser un cadre, de poser la norme, de poser une régulation, d'où en effet l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Dans plusieurs villes avaient lieu hier des manifestations à l'appel du collectif Nous Toutes, avant la journée internationale de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre, mardi prochain. Chaque jour en France, rappelons-le, 3 femmes sont victimes de féminicide ou tentatives de féminicide conjugal. Ce sont des chiffres qui sont en hausse. Et à ce jour, vous allez me corriger peut-être, mais la barre, j'allais dire, des 150 féminicides recensés depuis le début de l'année est certainement atteinte, c'est ça? Alors ça dépend ce qu'on compte. Le ministère de l'Intérieur, celui qui vérifie quels sont l'état des féminicides, c'est-à-dire des femmes tuées dans le cadre d'un couple ou d'un ancien couple. Donc on est en deçà, mais de toute façon, c'est toujours trop. Donc mon sujet, c'est pas une bataille des chiffres, c'est de se dire que ça doit supposer une alerte massive. Jeudi dernier, on a 4 femmes dans la même journée qui ont été assassinées. On va y revenir. Mais ça veut dire que déjà, c'est plus que l'année dernière. Qu'est-ce qui fait que ça augmente encore et toujours? Parce qu'on n'a toujours pas réussi à accepter l'idée que c'était non pas un fait divers, mais un fait de société. Pas que ça, et un fait politique. pas que ça. Il y a un échec de tout ce qui est mis en place, non? Non, enfin,
Est-ce que les moyens ont augmenté? Oui. Est-ce que la formation a complètement changé des policiers, des gendarmes, des magistrats? Oui. Est-ce qu'il y a des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement, des hébergements d'urgence, des accompagnements sociaux? Oui. Eh bien oui, mais ça ne marche pas. Tout le monde dit non, mais je suis que ça a progressé, considérablement. J'allais vous le dire, tout ce qui a été mis en place, vous l'avez rappelé, mais ça ne marche pas. Ça ne suffit pas parce qu'on compare très souvent à l'Espagne. À l'Espagne, il s'est passé quoi? Il y a eu un féminicide majeur 3 fois plus de moyens financiers, disent les associations. Qui a changé complètement la physionomie aussi qu'on avait et le regard que les uns et les autres on porte sur la question de l'égalité et de la lutte contre les violences. Là, on a eu jeudi, et je le dis aussi même à l'adresse des médias, jeudi, 4 féminicides dans la même journée. Pourquoi ça ne fait pas l'ouverture de tous les JT? De tous les JT. Ah, de tous, on n'est pas responsable de tous les autres. Non, mais je vous assure que ce n'est pas l'ouverture. C'est en fin de JT, et puis ce n'est pas tous qui ont été traités. Donc le sujet, il est là. Mais juste, 4 femmes dans une même journée qui ont été assassinées. Leur seul point commun, le seul point commun, c'est quoi? D'avoir été des femmes et d'avoir à un moment décidé de se séparer de leur ancien compagnon, qui considèrent donc que les femmes leur appartiennent. Effectivement, depuis des années. Mais, vous venez de le dire, l'Espagne. 3 fois plus de moyens financiers qu'ils mettent sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, les associations qui étaient dans la rue hier vous disent qu'il y a un manque d'argent. Il faudrait 3 milliards dans le budget. Mais on a des moyens. C'est pas une question d'argent. Mais c'est aussi une question de moyens. Vous n'avez pas les moyens. Je ne suis pas aveugle. C'est aussi une question de moyens. Les moyens du ministère, ils ont triplé depuis 2017 sur le soutien qu'on octroie aux associations. Et les moyens en général dans le pays, ils ont considérablement augmenté sur la question de l'accompagnement. Ensuite, des violences et du psychotrauma, parce que c'est aussi ça le sujet, comment on répare sur la question de l'hébergement d'urgence. Donc, ce n'est pas une question de moyens financiers. Ça n'est pas que ça. Vous pouvez mettre tous les moyens sur la table. Et tant le mieux s'il y en a plus demain. Tous les moyens sur la table. Si à la fin, vous avez encore des hommes qui considèrent que leur femme leur appartient, alors vous aurez en effet le risque d'avoir encore des féminicides. Si on se dit qu'on n'est pas soi-même concerné, qu'on préfère ne pas appeler le 17, qu'appeler le 17 ce serait de la délation. Non, appeler le 17 c'est sauver des vies. Ces 4 femmes-là, ça démontre encore une fois la nécessité que tout le monde en prenne conscience. Donc j'entends bien, vous répondez aux associations, ce n'est pas un problème financier. Je dis que évidemment, s'il y a plus de moyens, tant mieux. Ça tombe bien, le budget du ministère, il continue à augmenter l'an prochain, malgré des restrictions budgétaires fortes. Puis il y aura un débat au Parlement, et puis les parlementaires décideront aussi de ce qu'ils souhaitent avoir dans le budget dédié à l'égalité et à la lutte contre les violences. Mais au-delà des moyens, ça veut dire que celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont sur France 3, il y a forcément des femmes qui sont victimes ou qui l'ont été, il y a forcément aussi des agresseurs qui peut-être nous regardent. Et donc il faut leur dire qu'on ne les laissera pas passer, qu'à la fois on ne laissera pas tomber les victimes et qu'on les accompagnera, mais qu'on ne laissera rien passer à ceux qui considèrent qu'elles leur appartiennent. Concrètement, vous promettez une nouvelle loi globale, contre les violences. Oui. Ça changera quoi? Je vous donne un exemple, parce que c'est très caractéristique de ce qui s'est passé dans les féminicides quand on parle du contrôle coercitif. Aujourd'hui, quand on pense aux violences, on pense à quoi? On pense aux coups. Les femmes, elles ne sont pas stupides, vous savez. Si au premier jour d'une relation, à la première heure, on se faisait tabasser, les femmes, elles partiraient en courant. Ça ne se passe pas comme ça, les violences. Vous n'êtes pas tabassé la première fois. C'est même pas une claque le premier jour. Votre loi cadre, qu'est-ce qu'elle va changer? Mais typiquement, introduire la question du contrôle coercitif, c'est-à-dire que vous pourrez condamner des hommes, parce que là, on parle vraiment des hommes sur la question des violences faites aux femmes, qui considèrent que les femmes sont leur propriété, qui mettent une puce dans leur téléphone, qui leur interdisent d'avoir accès à des comptes bancaires. Donc ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui changera? Changer la loi, caractériser mieux, sanctionner plus, apprendre non pas à nos filles à se faire respecter, mais à nos garçons à les respecter. Donc ça veut dire que dans cette loi cadre, il y aura ça, par exemple, mais ça fait quoi? Ça rassemble ce qui existe déjà. C'est à la fois, c'est une demande ancienne des associations, et moi j'ai accepté qu'on accompagne cette demande avec un travail transpartisan. Tous les groupes représentés à l'Assemblée et au Sénat ont accepté, ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Ça va rassembler tout ce qui existe. Ça veut dire donner un cadre juridique beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, et sur la question des violences sexuelles, parce que les violences sexuelles, dans 9 cas sur 10, les femmes connaissent leur agresseur. Donc un renforcement des sanctions. Les violences sexuelles, sur comment on appréhende mieux, comment on forme mieux. Et donc un renforcement des sanctions. Et comment on sanctionne sans doute mieux. La question des violences intrafamiliales et aussi le continuum de violences qui existe. Parce qu'il y a la question des violences faites aux enfants et des violences faites aux femmes. Et malheureusement, on sait qu'il y a une continuité à la fois chez les auteurs et chez les victimes. Donc c'est une loi cadre pour aller de A à Z, j'allais dire. Pour tout embrasser, de la question de la prévention, de la détection, de la sanction, de la caractérisation. Parce que tout ça, c'était un peu disparate. Et au pénal, on a beaucoup légiféré en fait. Mais on a beaucoup légiféré par couches successives de propositions, de projets de loi. Donc il faut remettre tout dans un cadre. Et il faut remettre tout dans un cadre global, d'où le nom en effet de loi cadre. 25 ans après la première loi sur la parité en politique, des progrès ont été faits pour la représentation des femmes. Vous en êtes un exemple. Petit à petit, les femmes prennent leur place. Il y a encore de la marge.
C'était il y a 8 ans. Au cœur de son premier automne, le président Emmanuel Macron voulait être en phase avec une société qui évolue. Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais lois et symboles ne suffisent pas toujours à faire bouger les mentalités. Pour preuve, cette séquence, cette semaine, du conseil municipal de Pau, où François Bayrou moque une opposante. Je vais vous faire la prise de parole de Madame Bussy. Quelle horreur, on ne donne pas la parole aux femmes dans cette enceinte. Allez-y, caricaturez-moi, ça va arranger votre cas en situation de respect du droit des femmes. Aurore Berger, qui a repris le flambeau de l'égalité femmes-hommes, se souvient d'ailleurs des arguments qu'on lui opposait. Tu es sûre que tu vas tenir? Ce sera compliqué si tu veux des enfants. Tu devrais attendre un peu. On avait pensé à quelqu'un de plus expérimenté que toi. Mais quand le pouvoir est en jeu, les hommes laisseront-ils la place? Pour le moment, nous ne sommes pas mères, mais il va y en avoir de plus en plus. Parce que grâce à la nouvelle loi qui impose la parité, y compris dans les petites communes, il y aura plus de femmes mères. Il y a des quotas, ça aide. Et puis, continuer à faire changer cette société qui, malgré tout, reste une société patriarcale. Au bilan d'Emmanuel Macron, une femme à Matignon, plus de 30 ans après Édith Cresson. Le mérite, la rareté lui font délivrer en partant ce message. Tout est possible. Mais j'ai aussi pu mesurer assez souvent qu'il reste du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je le dis à toutes les femmes, tenez bon, l'avenir vous appartient. Tenir bon et s'émanciper du président de la République, c'est le mantra de Yaël Braun-Pivet. Celle qui s'est offert une page d'histoire avec l'entrée de l'IVG dans la Constitution, c'est aussi traquer les propos sexistes dans l'hémicycle. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini! C'est fini! Malgré les applaudissements, rien n'est jamais fini. Alors Berger, quand on voit la détermination d'Yaël Braun-Pivet ou les propos d'Elisabeth Borne, mais juste avant François Bayrou au conseil municipal de Pau, François Bayrou à Pau, il y a du travail à faire. Comme le disait votre journaliste, rien n'est jamais fini. Donc le combat sur la parité, c'est un combat pour l'égalité, pour la Bayrou, dignité. juste, ça vous et ça veut dire qu'il faut que chacun y travaille et il faut que chacun balaye devant sa porte. Y compris un ancien Premier ministre. Tout le monde a des biais, tout le monde a des stéréotypes et parfois malheureusement on les reproduit. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est cette loi sur la parité. On parle de 50 000 femmes qui vont être élues pour la première fois dans les communes parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait un écart entre les soi-disant petites communes et les grandes communes. Donc c'est pour tout le monde la même règle. À propos de l'Assemblée nationale, une affaire qui a surgi il y a une dizaine de jours à laquelle vous n'avez pas réagi, c'est cette polémique sur les jeunes filles voilées à l'Assemblée nationale, qui avaient l'une d'une école catholique, l'autre d'une école musulmane, qui ont été invitées et qui ont été mises sur les réseaux sociaux par un média d'extrême droite, relayé par des élus RN. Est-ce que cette récupération politique vous a choqué? Moi, ce qui me choque, c'est d'abord qu'il y ait des enfants qui soient volés. La récupération politique, non. Non, mais attendez. Elles sont mises sur les réseaux. Hein. Mais vous parliez des réseaux tout à l'heure. Heureusement flouté, vous le faites vous-même. On reconnaît l'école. Mon sujet, il n'est pas là. Mon sujet, c'est que là, on parle de jeunes filles ou de jeunes femmes. C'est pas vrai, ce sont des enfants. Il faut utiliser les bons termes. Ce sont des enfants à 7 ou à 8 ans. Ce sont des enfants. Et donc des enfants, ils font ce que les parents leur demandent. Ils sont dans les carcans qu'on leur impose. Et je ne suis pas certaine que ce soit un signe d'émancipation et de liberté. Moi, je veux que les femmes aient le choix. Est-ce qu'il faut les interdire de l'Assemblée nationale ? Et normalement, quand c'est sur du temps scolaire, quand c'est une sortie obligatoire, alors là, il se trouve que c'est un établissement privé, pas public. Si ça avait été un établissement public, ça n'aurait pas été possible. Oui, mais parce que sur privé. le temps scolaire. Et donc la loi de 2004 ne s'applique pas. Il faut la changer. Mais moi, je pense. Alors, il y a une règle qui est différente entre les établissements publics et les établissements privés. Moi, je tiens. Les établissements privés sont sous contrat avec l'État. Je sais, mais c'est peut-être un débat qui peut exister. En tout cas, moi, je suis très attachée à la loi de 2004 et très attachée à l'intransigeance avec laquelle cette loi doit être appliquée. Est-ce qu'il faut l'étendre à l'enseignement privé sous contrat ? C'est peut-être un débat qui doit exister. Ils sont sous contrat avec l'État. J'entends bien ce que vous me dites. Moi, en tout cas, cette image, elle me choque parce que je veux que toutes les petites filles puissent avoir le droit aux mêmes rêves, aux mêmes libertés, à la même émancipation. C'est pas question de les interdire d'assemblée pour l'instant. Ma fille a 3 ans. Je sais qu'elle peut rêver de tout parce qu'on lui permet de rêver de tout à tout. Et je pense que quand, dès le plus jeune âge, vous êtes mis dans un carcan, vous n'avez pas cette même liberté qui vous est offerte. Et ça, c'est ce que la République doit garantir à toutes les petites filles. On va retrouver Nathalie Moré, reporter politique à Ebra Presse. Rebonjour Nathalie. Rebonjour Francis. Bonjour Aurore Berger. Le gouvernement empêtré dans les comptes. Oui, vous qui avez été ministre plusieurs fois, notamment ministre de François Bayrou, qui est tombé sur la confiance sur les questions de budget. Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu
pourra faire voter un budget avant la fin de l'année. Je l'espère. En tout cas, on a tout fait pour garantir qu'il y ait le temps nécessaire pour le débat. Il n'y a jamais eu autant de débats et autant d'heures de débat à l'Assemblée nationale. Et puis j'espère surtout qu'après, il y a une forme de responsabilité qui va l'emporter collectivement. Et si ce n'est pas le cas, s'il est contraint à une loi spéciale, on commence à en parler. Je ne me mets pas déjà dans l'optique de la loi spéciale. Moi, je me mets dans l'optique du débat parlementaire. Juste avant, Patrick Caner était là. On va avoir le débat aussi au Sénat. Et puis, on va avoir une copie qui, sans doute, reviendra à l'Assemblée nationale. Et peut-être qu'en deuxième lecture, les uns et les autres comprendront qu'il y a un impératif un peu supérieur, qui est la question de doter la France d'un budget avant d'y mettre absolument le verre à moitié plein. Chacun. Mais à moitié vide, ça veut dire qu'il n'y parvient pas, justement parce qu'il y a trop de pression politique. Si jamais il n'y parvient pas, avec tous les efforts qui ont été faits, est-ce qu'il devra présenter sa démission? On est très loin de tout ça. Je comprends bien l'anticipation des questions, mais moi, pour l'instant, je suis dans le temps du budget et du débat budgétaire. Il existe encore, donc ça veut dire que c'est toujours possible de réussir et d'avancer. Et je pense qu'on sera tous jugés là-dessus. Si avant Noël, il y a un budget, il n'y a pas de budget, ce sera aussi la crédibilité de chacun qui sera mise en cause. Surtout que les municipales arrivent très vite, juste derrière. Oui, et en mars, à Paris, votre parti, avec Gabriel Attal, a choisi de soutenir Pierre-Yves Bournazel, qui est le candidat du parti Horizon. Vous soutenez votre collègue du gouvernement, Rachida Dati, donc vous roulez contre votre camp. Est-ce que vous assumez? Moi, je pense que c'est rouler pour mon camp que de choisir celle qui est ministre de la République aujourd'hui, soutien du président de la République. Donc, je ne crois pas qu'elle ait appelé, par exemple, à la démission du président de la République, contrairement au candidat Horizon qui est soutenu par Gabriel Attal aujourd'hui. Donc oui, moi, j'assume une différence. Moi, j'ai toujours assumé de garder ma liberté de ton, ma liberté d'expression et ma liberté de conviction. Ma conviction, c'est que Paris a besoin d'alternance. Je suis élue aussi d'Île-de-France et je sais à quel point on a besoin que ça change à Paris. Et je pense que celle qui peut gagner à Paris, c'est Rachida Dati. Donc elle a tout. Il pourrait y avoir éventuellement un accord pour le deuxième tour avec Pierre-Yves Bournazel ou ça vous pense... c'est les candidats qui en décideront. Ça dépendra de leur score. Moi, j'espère qu'elle sera en tête, largement en tête. Mais quand vous dites ça, vous allez à l'encontre de la directive de votre parti ou du choix de votre parti. Mais j'y vais. De Gabriel Attal, en avec l'occurrence. Sylvain Maillard, qui est député de Paris, avec Benjamin Haddad, qui est aussi. Donc vous êtes divisés à Paris. Les macronistes sont divisés à Paris. J'aurais espéré qu'on puisse être unis parce que ça faisait longtemps qu'on discutait avec Rachida Dati de cette possibilité d'union. En tout cas, on verra ce qui se passera au soir du premier tour. Alors poser la question aux intéressés, mais à ceux qui, à la fin, ont investi telle ou telle candidate. Moi, en tout cas, mon choix, il est très clair. En tous les cas, les municipales à Paris, elles sont très importantes parce que des municipales vont dépendre la présidentielle. La présidentielle, ça va être très vite après. Et dans votre camp, le camp central, il n'y a pas de majorité, mais il y a beaucoup de candidats, qu'ils soient déclarés ou pas. Comment on fait pour les départager? On fait une primaire? Moi, je suis favorable à l'idée d'une primaire. Je pense que se dire que la vie des bêtes suffira à départager les uns et les autres, que les sondages réussiront à départager les uns et les autres, je pense que c'est prendre un risque majeur. Et que ce risque, on pouvait éventuellement l'envisager avec un RN à 20%, un RN qui est entre 35 et 37% aujourd'hui d'intention de vote. Ça veut dire qu'on prend un risque colossal avec l'avenir du pays. Ce n'est pas juste avec notre avenir personnel ou celui de nos partis, parce qu'il y aurait un risque d'effacement, mais c'est un risque avec le pays qu'on est en train de jouer. Donc oui, je pense qu'il faut une primaire. Qui dit primaire dit participants, vous y participerez On verra, il faut d'abord qu'une primaire puisse exister. Et moi, en tout cas, je mets déjà beaucoup d'engagement et de force pour essayer qu'on arrive à se rassembler, parce qu'on a besoin de ce rassemblement pour pouvoir, non pas juste gagner, mais déjà que nos idées continuent à vivre. Qui participe à cette primaire? Est-ce que vous l'étendez jusqu'au LR? Alors déjà, la primaire, c'est ce qu'on appelle le bloc central, c'est-à-dire Horizon, Modem, Renaissance, l'UDI, celles et ceux qui ont accepté d'être ensemble depuis presque 2017. Et les Républicains, non? Alors moi, je souhaiterais qu'on puisse aller jusque-là. J'entends qu'aujourd'hui, les LR considèrent eux-mêmes faire leur propre primaire. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, j'ai jamais entendu autant parler de primaire que depuis quelques semaines, que la gauche est prête à faire une primaire unitaire hors LFI, que la droite réfléchit à une primaire. Donc ça me paraîtrait assez fou qu'on soit les seuls à se considérer suffisamment forts pour pouvoir s'exonérer d'une primaire et s'exonérer de demander aux Français leur avis. Je pense qu'on a besoin d'un élan populaire, on a besoin de confrontation d'idées et on a besoin de rassemblement. Et donc je pense que la primaire... Et vous serez candidate à cette primaire? Nous verrons en temps voulu. C'est bizarre parce que vous défendez une primaire, donc on imagine que c'est pour vous aussi un peu quand même, pour que vous soyez candidate. Que nos idées ne s'effacent pas complètement. Non, mais pour que vous puissiez être candidate. Sinon, le risque, c'est un risque d'effacement pour nos idées, et pas juste pour notre parti, pour nos idées et notre projet politique. Pour que vous puissiez être candidate. Mais je vois bien, en effet, la réponse que vous voulez que je vous donne. Mais encore une fois, moi, je veux d'abord qu'on garantisse qu'il puisse y avoir une primaire. Et ensuite, nous verrons quels seront avec le bloc central jusqu'à LR s'il le faut. Avec LR, si LR accepte de le faire, on a réussi à gouverner ensemble. C'est difficile, c'est exigeant, mais ça veut dire qu'on peut peut-être trouver un chemin commun.
Merci Nathalie. Merci à vous. Je voudrais revenir sur les propos qui ont tant fait parler du général Fabien Mando, chef d'état-major de l'armée, qui vont s'afficher là à l'écran. Depuis, il y a une opération déminage pour dire, bon attention, quand j'ai dit perdre ses enfants, ce n'était pas les enfants, c'est les enfants de la patrie. Est-ce que vous pensez que ça suffira à rassurer ? Je crois qu'il a voulu qu'il y ait un électrochoc. De manière évidente, on peut constater que ça a fait réagir et que peut-être que chacun prend la mesure de la menace qui pèse sur la France aujourd'hui, qui est réelle. Beaucoup parlent d'une menace éloignée quand on parle de la Russie. Non, c'est une menace très directe et concrète qui pèse sur la France. Il reste quelques secondes et en quelques secondes, Emmanuel Macron, dans ce contexte, veut relancer un service militaire volontaire. Oui. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je crois que les Français sont assez attachés à l'idée qu'on puisse faire nation et donc que le service militaire puisse revenir. Vous y êtes favorable ? Oui, j'y suis favorable. Ça permet aussi... Alors, ça permet évidemment de l'égalité entre les femmes, mais de la mixité bien au-delà de la question des femmes et des hommes, de la mixité sociale. La force du service militaire, c'était qu'on était tous ensemble derrière le drapeau et derrière la nation. Mixité sociale et de genre, c'est ça. Exactement. Merci Aurore Berger d'avoir accepté notre invitation.